tous les 15 jours, je vais à la médiathèque et je vais retirer les livres et les ouvrages que j'ai identifiés en amont. Et à chaque fois, je me laisse tenter par 2-3 ouvrages complémentaires, peut-être parce qu'un titre m'aura attiré ou une jaquette. Et le week-end dernier, j'ai visionné un film étonnant. C'est un film philosophico-fantastique de George Miller, où le personnage principal est une narratologue, c'est-à-dire qu'elle étudie les récits, elle étudie les mythes. Et à la fin d'une conférence qu'elle donne dans le film, elle exprime, avant, à l'époque, quand on ne comprenait pas, qu'avions-nous comme solution, à part recourir à des histoires pour rendre notre déconcertante existence plus cohérente. C'est-à-dire qu'elle explique, avant, quand on n'avait pas accès aux données météorologiques, comment est-ce qu'on pouvait comprendre la puissance d'un orage ou la puissance d'un tsunami? Ou même, comment est-ce qu'on pouvait expliquer les saisons quand on ignorait que la Terre tourne autour du Soleil selon un axe de rotation incliné? Ou même encore, comment est-ce qu'on pouvait expliquer les maladies bactériennes? Et elle explique, en fait, avant, on a donné un nom à chaque force inconnue en nous racontant des histoires. Et les histoires, elles sont présentes à travers les cultures, à travers les mythologies. Et ce qu'elle conclut à la fin de sa conférence dans ce film, c'est que les mythes, c'est ce que nous avions à l'époque, la science, c'est ce que nous avons dorénavant. On peut se poser la question un petit peu plus pour nous ici, dans cette conférence, c'est quoi la science? Déjà, la science, c'est une démarche. C'est une démarche qui a comme objectif de comprendre. Ça n'est pas la seule démarche qui a cet objectif. La philosophie a aussi comme objectif de comprendre. La spécificité de la science, c'est qu'elle a comme objectif d'établir des connaissances démontrées, c'est-à-dire vérifiées expérimentalement. Et dans cette quête de vérité, il y a aussi une notion d'universalité, c'est-à-dire qu'on établit une vérité qui sera applicable de façon universelle à tout et tous en tout temps. Il existe aussi une spécificité de la science d'un point de vue occidental, c'est-à-dire de la science occidentale, qui, elle, va avoir une approche empirique pour démontrer, c'est-à-dire qu'on émet des hypothèses qu'on va tester, et on veut ainsi identifier des liens de causalité, c'est-à-dire de cause à effet. Un autre aspect spécifique de la science occidentale, c'est d'utiliser l'outil mathématique, et l'outil mathématique est utilisé pour analyser et pour encoder les résultats de la recherche. Et après, je ne vais pas forcément passer trop de temps dessus parce que ça doit être, je pense, des points qui ont déjà été vus sur ces 2 journées. C'est que quand on parle de science dans le domaine médical ou paramédical, on parle souvent soit de science fondamentale, qui est plutôt une science qui nous permet d'aller plus chercher les connaissances en lien avec les fonctionnements et les mécanismes, ou plutôt la science, qu'on pourrait dire science appliquée, où là, on va faire de la recherche sur les mises en pratique cliniques. Et dans le domaine spécifique de la douleur chronique, qu'est-ce que les sciences nous apportent? Essentiellement, les sciences fondamentales de la douleur nous permettent de mieux comprendre les caractéristiques très spécifiques de la douleur chronique. Contrairement à une douleur où on pourrait dire à des symptômes classiques linéaires de cause à effet, c'est-à-dire de lésion à douleur dans une problématique de douleur plutôt récente, plutôt aiguë, la douleur chronique a des spécificités que la science fondamentale nous permet de comprendre. Et ces spécificités sont qu'en fait, il y a rarement un seul facteur. Il y a une multifactorialité, où parfois les lésions sont présentes, mais pas toujours, où il y a des éléments qui sont en lien avec des phénomènes adaptatifs, parce que la douleur étant là depuis tellement longtemps, des phénomènes adaptatifs sont présents. D'autres facteurs, et ces différents facteurs aussi s'entremêlent. Ils s'influencent les uns les autres. On sait par exemple que des émotions, peut-être le stress, va avoir un impact sur le système sympathique, que ça peut avoir un impact sur le système endocrine, que par l'intermédiaire de boucles d'éléments chimiques, ça va avoir un impact aussi sur le système immunitaire, que dans tout ça, le système nerveux est aussi impliqué, et tous ces différents systèmes sont présents, et sont présents de façon très individuelle chez chaque patient qui vient se présenter face à nous. C'est-à-dire qu'un patient qui se présente avec des douleurs chroniques aura une combinaison très unique de différents facteurs présents. Donc si maintenant on se pose la question de la science pour le professionnel de santé, pour moi,
ayant un parcours avec un métier différent avant de devenir kiné, ce que j'en comprends, c'est que la science, déjà pour le professionnel de santé, c'est un mode de pensée. C'est-à-dire c'est un cadre dans lequel, en tant que professionnel, nous évoluons. Et comme dans un jeu, c'est un cadre qui donne des règles. Et qui donne des règles avec lesquelles on est censé agir en tant que professionnel de santé. Mais comme dans tout jeu, on peut utiliser les règles de façon détournée. On peut les utiliser peut-être avec des égarements, des errances, peut-être des tricheries, peut-être même avec des falsifications. Et quand on parle d'égarement ou d'errance, ça pourrait être par exemple le fait d'appliquer les règles sans les comprendre. Quand j'essaye d'argumenter une prise en charge ou en tout cas le choix d'une technique en utilisant une seule source, voire même une source de qualité faible en fiabilité, est-ce que je suis réellement dans une démarche scientifique? Point d'interrogation. Quand je passe plus de temps à vouloir suivre les règles qu'à jouer, c'est-à-dire plus à aller chercher de la littérature plutôt qu'à appliquer et finalement soigner le patient en clinique, est-ce que je suis dans une démarche scientifique? La tricherie, par définition, on pourrait dire trucage. Tricherie, je suis allée chercher une définition de façon un petit peu plus littérale. On pourrait l'exprimer comme une malhonnêteté vis-à-vis des valeurs que l'on prétend défendre pour obtenir certains avantages. Et donc, sans forcément parler du clinicien, mais quand certains courants, certains organismes ou structures se prévalent du fait d'être scientifiques ou d'avoir ce logo, on pourrait dire EBP, alors que leur démarche est tout sauf scientifique, je ne conclus pas ma phrase, mais moi ça m'interpelle. Et l'autre point aussi, la falsification du postulat EBP de départ, ou particulièrement quand on parle de la douleur chronique, ce triptyque qui parfois est déséquilibré à mettre peut-être plus en avant la partie scientifique en oubliant les deux autres pendant du triptyque. Et je ne vais pas revenir dessus parce que ça a déjà été abordé lors de conférences sur ces 2 jours. Je voulais revenir quand même sur les particularités on pourrait dire des failles de la science pour le professionnel de santé quand on est spécifiquement dans le domaine de la douleur chronique. C'est que si on revient sur la définition de la science, en tout cas d'un point de vue occidental, qui est l'idée d'aller chercher une causalité de façon universelle, il me semble aujourd'hui que la plupart des essais cliniques ont plutôt comme objectif d'aller chercher une probabilité maximale et non pas une universalité. C'est-à-dire qu'il y a très peu finalement d'essais qui arrivent à nous montrer qu'un abord, qu'une technique va marcher pour tout le monde en tout temps. Et deuxième aspect aussi par rapport à ce que j'observe dans les différentes interactions que j'ai quand je forme, que ce soit des étudiants ou des professionnels de santé dans le domaine de la douleur chronique, c'est que parfois on utilise aussi cette notion de science comme une excuse de facilité intellectuelle, à se dire que finalement, non mais j'ai ma source scientifique, ce qui me permet de déroger à une démarche scientifique qui serait de questionner ma prise de décision thérapeutique. Si maintenant on questionne la notion d'evidence pour la douleur chronique, c'est-à-dire des preuves qui existent pour la douleur chronique, on parlait de l'errance. L'errance, c'est l'action de marcher sans but et un peu au hasard. On pourrait se dire que dans le domaine de la douleur chronique, il y a parfois quand même une errance des essais cliniques. Quand on cherche par un essai clinique à valider si telle technique est valable dans telle présentation clinique douloureuse, est-ce qu'on n'est pas en train de balancer des flèches dans toutes les directions? Peut-être qu'il serait plus pertinent de se dire, face à tel mécanisme expliquant, ou en tout cas pouvant contribuer à la présentation clinique douloureuse, est-ce que telle technique est efficace? Et donc plutôt, si je donne un exemple, plutôt que de se poser la question, est-ce que l'ETP est pertinente dans la lombalgie chronique? Peut-être qu'il serait plus pertinent de se dire, est-ce que l'éducation, alors peut-être plus l'éducation aux sciences de la douleur, est pertinente face à un patient qui présente une lombalgie chronique et qui a des croyances inadaptées qui font que ça entrave le cheminement thérapeutique qu'on veut lui faire parcourir? Et peut-être pas balancer de l'ETP face à tout patient qui présente une lombalgie chronique parce que certains n'ont pas de problématique par rapport aux croyances ou aux conceptions qu'ils ont.
Et peut-être que du coup, les résultats des essais cliniques montrent un faible effet de l'éducation thérapeutique parce qu'on n'a pas ciblé en amont le public auquel on s'adressait. Autre chose, les limites de la science appliquée quand on est face à la complexité. Il me semble que la science a comme objectif de démontrer un lien de causalité, particulièrement dans des relations linéaires, de cause à effet. Mais quand on est face à la douleur chronique, où justement on n'est plus face à des phénomènes linéaires, mais face à des phénomènes multifactoriels, et voire même, je dirais, interfactoriels, du coup, on est face à une présentation clinique qui est imprévisible, qui est non prédictible, qui est non systématique, qui est tellement individuelle. Comment est-ce qu'un essai clinique pourra nous donner une réponse ? Donc maintenant que j'ai présenté les protagonistes de ma présentation sur la science et la douleur chronique, maintenant que j'ai aussi mis en avant peut-être les failles et les entraves, ou les travers en tout cas de ces différents aspects, peut-être que j'aimerais aussi vous aider, ou en tout cas présenter comment on pourrait ranger ces différents éléments pour leur donner du sens, et puis voir quand même comment est-ce qu'on peut répondre à cette question. Est-ce que la science peut être utile quand on est face à la douleur chronique, et particulièrement quand on est clinicien face à la douleur chronique ? La science, pour le clinicien, pour moi, elle peut s'appliquer à différents niveaux, ou en tout cas sous différents prismes. Déjà, le premier prisme, qui est le prisme de moi-même en tant que professionnel de santé, est-ce que j'ai une démarche scientifique ? Et ma démarche scientifique serait peut-être d'avoir un bilan qui est suffisamment complet, que mon bilan me permette, parce que j'ai certaines connaissances théoriques préalables, d'émettre des hypothèses de mécanismes. Une fois que j'ai des hypothèses de mécanismes, normalement, je me laisse aussi influencer par la recherche appliquée en me disant, face à ces mécanismes-là, a priori, telle thérapeutique serait adaptée. Et je propose une thérapeutique en me disant que je vais avoir une démarche empirique, c'est-à-dire une démarche scientifique, à tester est-ce que la thérapeutique chez ce patient individuel donne des résultats. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il faut que j'ai moi-même une démarche scientifique à remettre en cause. C'est-à-dire finalement une démarche de raisonnement clinique. Deuxième axe où la science peut s'appliquer, c'est justement cet éclairage de la littérature bibliographique. Un éclairage qui n'est pas unique avec un seul axe d'éclairage, mais peut-être un éclairage multiple. Un éclairage multiple où déjà je m'actualise sur les connaissances fondamentales, parce que clairement dans la douleur chronique, comprendre les mécanismes me semble indispensable pour comprendre et donner du sens à la présentation clinique du patient qui est face à moi. Et deuxième chose, une inspiration relative par les essais cliniques, dans le sens où il existe peu d'essais cliniques. Quand je suis face, je vais peut-être refaire ma phrase, je reformule, quand je suis face à un patient qui présente une douleur chronique particulièrement unique, donc peut-être un diagnostic qui n'a pas été tellement étudié, peut-être un diagnostic qui n'a même pas été posé, je ne peux que m'inspirer des essais cliniques. Et je ne peux pas suivre quelque chose qui aurait été installé, ou en tout cas décidé pour une pathologie très précise. Troisième axe où la science peut aussi nous éclairer, c'est l'axe du patient. Et peut-être que vous retrouvez les trois pieds du triptyque du professionnel de santé, de la littérature scientifique et du patient, que sont les trois pieds de l'evidence-based practice. Et donc dans la partie scientifique vis-à-vis du patient, c'est vrai que dans l'evidence-based practice, on parle plutôt d'être en accord avec les préférences du patient. Il me semble que quand on accompagne quelqu'un qui vit des douleurs chroniques, ça va même au-delà. Parce que la science aujourd'hui nous dit que face à une douleur chronique, on pourrait discuter de ce terme de chronique, on pourrait peut-être dire douleur persistante, ou en tout cas douleur multifactorielle. On sait qu'il est pertinent d'impliquer le patient, on sait qu'il est pertinent que le patient gagne en autonomie non pas pour être tout seul, mais pour qu'il soit capable de reproduire, parce qu'il ne sera pas toujours face à un professionnel de santé. Il est intéressant aussi, finalement, d'écouter ce que le patient va nous proposer, parce que parfois, il va nous proposer des pistes qui ne sont rien de ce qui a été exploré dans les littératures scientifiques. Et donc, on va co-construire avec lui des outils et des approches avec chaque patient unique. Et peut-être si je rajoute juste cette notion donc, de science pour le clinicien, et particulièrement sous le prisme de la douleur chronique, la petite question, ou la petite remarque supplémentaire sur l'inspiration par les essais cliniques,
peut-être que, en tout cas, moi, ça serait mon souhait en tant que clinicienne. Ce que j'aimerais, c'est que les essais cliniques me permettent de répondre à la question quelle est la technique la plus adaptée quand il y a tel mécanisme qui est présent? Ou comment est-ce que j'identifie tel type de mécanisme qui pourrait contribuer à la douleur chronique? Quels sont les outils les plus adaptés? Et aujourd'hui, très peu d'essais ou de littérature scientifique me permettent de répondre à ces questions. Ou en tout cas, à ma connaissance. Donc, pour revenir sur cette question, les histoires ou la science, toujours dans ce film, donc je vous disais, la narratologue finit sa conférence en disant, ben voilà, nos histoires de création, elles sont petit à petit remplacées par des récits scientifiques et par tongue twister, et par la méticulosité de la science. Et c'est ça, c'est sa phrase de recherche, enfin c'est là-dessus qu'elle s'assoit. Et pour elle croit dur comme fer en début de film que c'est la science qui a le dessus aujourd'hui dans notre culture. Alors je suis d'accord avec elle sur cette partie méticulosité de la science dans nos approches de professionnels de santé. Et on en a déjà parlé, peut-être par l'intermédiaire des bilans, par l'intermédiaire des hypothèses de mécanismes qui sont présents, par les axes de traitement qu'on va vouloir tester, par le raisonnement clinique, mais tout en ayant en tête aussi que notre raisonnement scientifique, il va se baser sur des hypothèses mécanistiques qui sont peut-être pas réellement le fondement explicatif du résultat obtenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la meilleure... ce qu'on croit aujourd'hui, c'est le meilleur jusqu'à ce que peut-être les sciences fondamentales viennent nier ou en tout cas nous donner un autre éclairage, ou c'est peut-être la connaissance la plus avancée aujourd'hui jusqu'à ce qu'une recherche appliquée nous donne une vision différente. Et donc de garder cette ouverture, premier point. Deuxième point, se dire aussi que mon rôle en tant que professionnelle de santé, en tout cas en tant que clinicienne face à un patient, ça ne va pas être d'interagir avec une machine. Ça ne va pas être d'interagir avec une machine ou avec un mécanisme qui est linéaire. Ça va être d'interagir avec une personne, un être vivant, et avec sa merveilleuse complexité. Et ça veut dire que je ne peux pas me limiter à un raisonnement linéaire. Il faut que j'arrive à ouvrir aussi mes horizons en tant que clinicienne et peut-être parfois être un petit peu plus dans la subtilité, dans l'artistique, dans l'imagination et dans la découverte, la co-découverte avec le patient de choses qui n'ont pas été prouvées. Et donc, dans ce film, la narratologue vit plusieurs péripéties et à la fin du film, elle en déduit une phrase qu'elle pose dans son cahier. Elle a écrit une sorte de roman à la fin du film. Et elle dit finalement, les histoires, c'est ce qui donne du sens. Et les histoires, même si elles sont erronées, c'est-à-dire même si elles sont fausses, et même si aujourd'hui la science nous prouve qu'elles sont fausses, parfois les histoires sont le fondement qui va donner du sens à ce que la personne vit. Et parfois le patient est stable dans sa vie grâce à ces histoires parce que ça donne du sens aux épreuves de symptômes, aux épreuves de douleur qu'il est en train de vivre. Donc je dirais, pour répondre à la question, pour moi c'est les histoires et la science. Et donc pour me présenter, qu'est-ce qui fait que je vous présente tout ça? Je m'appelle Marie Basselon et je suis spécialisée dans la prise en charge des patients qui vivent des douleurs chroniques complexes. Complexe non pas dans le sens difficile, mais dans le sens plurifactoriel. J'accompagne ces patients depuis près de 15 ans maintenant. Et je remercie toute l'équipe de la REC de m'avoir permis de présenter sur ce sujet. Et à vous d'être présents ainsi qu'en visio. Peut-être avez-vous des questions. Alors, en parlant de vos patients, des patients avec quel type de douleur? Lombalgie, neurologie, fibromyalgie, polytraumatisme, handicap, etc. C'est une question sur ma pratique clinique, oui, j'imagine. Et alors du coup, il y a beaucoup d'écho avec la pratique clinique de ma collègue juste avant à domicile. C'est que moi, pour plusieurs raisons, je ne travaille plus que 2 grosses demi-journées, donc l'équivalent de 2 jours par semaine. Et je vois donc des gens qui ne viennent pas pour des problématiques qui nécessiteraient une prise en charge plus régulière, parce que je m'absente à peu près 1 fois par mois aussi pour donner cours. Et les gens que je vois sont des gens que je vois au cabinet pour tout type de douleur, parfois des diagnostics qui n'ont pas été posés, rarement des pathologies de neurocentrales.
Et j'accompagne aussi des patients en déconventionné sur des problématiques de douleurs chroniques de tout type. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Ça n'apporte pas grand-chose parce que c'est très biaisé, c'est la pratique et ce sont les gens qui viennent me voir. Donc, Alors, je crois qu'il y a deux questions. Allez-y, allez-y. Sur plusieurs de vos diapos, vous parlez de la science. La science. Alors, c'est une science dure ou c'est une science molle? Alors, je ne sais pas. Alors, je vais répondre. La science. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit la science plutôt que les sciences. Je pense que je suis partie sur le... Je ne sais pas répondre à ça, mais en tout cas, science dure, science molle, dans le sens science dure plutôt quantitative et science molle plutôt qualitative. C'est, je pense, moi, la limite que je trouve en tant que praticienne. J'ai une formation d'ingénieur avant de devenir kiné. Et du coup, je travaillais dans du béton armé où on est sur des choses très quantitatives. C'est-à-dire qu'on fait des éprouvettes, on casse l'éprouvettes, ça, c'est très dur. Et dans mon métier de kiné, je me rends compte que je ne peux pas me limiter à cette science dure quantitative et qu'il faut que j'aille chercher des choses plus qualitatives, plus molles, comme on pourrait dire. J'aime pas ce terme de molle parce que parfois il y a une notion de jugement derrière. Non, ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un dit science molle, on va dire oh c'est mou, oh, c'est pas très sérieux. Ça veut pas dire que vous l'avez, ça veut pas dire que moi je l'ai, mais en tout cas, ce terme-là me semble avec une notion de jugement potentiel. Et en tout cas, peut-être. Mais il permet de comprendre. Donc, quantitatif, qualitatif. En disant sciences de la société, puisqu'elle nous dit qu'elles sont ni molles ni versus sciences biomédicales. Et aujourd'hui, dans la compréhension du vécu et de l'évolution qu'on peut avoir face à la douleur chronique, on ne peut pas se limiter aux essais randomisés contrôlés quantitatifs. Et c'est pour cette raison, quand vous parliez des essais cliniques, moi j'ai un peu peur qu'on en réfère beaucoup à des choses qui ont été préétablies avant et que ces essais cliniques nous empêchent finalement de faire du sur-mesure. Si on fait du sur-mesure, on se focalise vraiment, il me semble, sur un patient donné, mais si on se focalise sur ce patient donné, on peut plus tabler sur des généralités. Donc c'est quelque chose de paradoxal parce que on a besoin de grosses généralités, mais ces généralités, il faut qu'on les retraduise après, qu'on les redécline par rapport aux individualités. Je pense que pour moi, c'est un paradoxe qui peut peut-être se comprendre si on prend deux postures différentes. Il y a la posture du chercheur, il y a la posture du clinicien. Peut-être le chercheur a besoin d'émettre des généralités parce que c'est son rôle, mais le clinicien, il est face à l'individualité et il faut qu'il arrive à doser avec ce qu'il perçoit autour de lui, mais qu'il soit capable justement d'être dans une posture individuelle. Et moi, je suis clinicienne, donc peut-être ma vision est très biaisée parce que je ne fais pas de recherche. Est-ce que vous faites une différence entre les douleurs chroniques complexes et ce que le breton appelle la souffrance? Alors, je fais déjà même une différence. Ce terme chronique, moi je le mets parce que voilà, c'est un terme qu'on utilise. Pour moi, ce terme chronique ne veut rien dire. Ce terme chronique veut dire, d'un point de vue très scientifique, douleur au-delà d'un certain délai, et souvent le délai il est fixé à 3 mois ou 6 mois. Ça n'a aucun intérêt d'un point de vue clinique, parce qu'il peut y avoir des douleurs chroniques qui sont très linéaires, et des douleurs chroniques qui sont multifactorielles avec plein de facteurs présents. Donc moi, je préfère parler de douleurs en cours de cicatrisation ou douleurs au-delà d'un délai de cicatrisation, et on parle plutôt de douleurs persistantes, qui est un terme qui commence à arriver dans les recommandations HAS, qui est plus présent dans la littérature scientifique, mais peu utilisé. Sauf que douleur persistante, aujourd'hui, dans le milieu médical, paramédical, n'est pas tellement utilisée. Donc je préfère parler de douleur persistante dans le sens où si elle est persistante, c'est qu'il y a d'autres mécanismes que la linéarité biologique qui peut expliquer cette persistance de douleur. Et, pardon, je reviens sur votre question, douleur chronique, souffrance. Et souffrance, dans le modèle biopsychosocial, la douleur est plutôt l'élément en lien avec tout ce qui est biologique, douleur. La souffrance, c'est la composante émotionnelle du vécu de cette douleur. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qui se passe d'un point de vue très tissulaire, très symptomatique, j'en ai moi une expérience émotionnelle. Oui, l'aspect psychologique. C'est complexe. Complexe dans le sens plurifactoriel, pardon. C'est ça, donc moi je le relie à souffrance, mais du coup si vous ne mettez pas... Vous faites une... Et voilà, il faut savoir quel mot on met derrière. Souvent, complexe, chronic pain, complexe dans le sens plurifactoriel, ou syndrome douloureux régional complexe.
Oui, mais complexe dans le sens où justement il y a plusieurs facteurs. Je suis d'accord. C'est le nouveau, enfin c'est un nouveau nom, c'est une nouvelle appellation pour sous-catégoriser différentes présentations cliniques qu'on mettait sous le terme algoneurodystrophie et maintenant on a 2 termes pour le détailler. Mais le complexe dans le sens où ça fait intervenir le système peut-être sympathique, le système nerveux. Et voilà. Et dès que je suis dans de la chronicité et dès que je suis dans du symptôme qui n'est pas de l'aigu très linéaire, je suis dans la complexité. Parce que dans la... Enfin, Plurifactorialité, mettons. oui, mais du coup, moi, quand vous dites, dans la souffrance, il y a l'émotion, bien sûr, il y a l'émotion. Mais justement, moi, dans ce complexe, douleur chronique complexe, enfin, je le conçois avec la partie émotionnelle, la partie sensation, ça fait partie de ce complexe. Enfin, Tout à fait. Alors peut-être on peut redétailler quels sont les mécanismes présents dans une douleur chronique plurifactorielle, peut-être des facteurs biologiques, peut-être des facteurs tissulaires liés à une ancienne lésion, ou peut-être des facteurs biologiques consécutifs au fait que la douleur elle traîne depuis tellement longtemps qu'il y a un déconditionnement. Il y a ensuite des facteurs adaptatifs des différents systèmes nerveux, immunitaires, endocrines ou autres qui sont du coup peut-être dans la sursensibilisation ou la surexcitation. Il y a ensuite des phénomènes au niveau cérébral avec des modifications cérébrales et peut-être qu'on peut parler de neurosignature cérébrale qui font intervenir des éléments contextuels, des éléments émotionnels, des éléments psychosociaux, des éléments liés aux expériences antérieures, aux mémoires. Et du coup, on a les différents facteurs qui interviennent dans une douleur chronique plurifactorielle.